Un seul jour sans sommeil réduit ta vitesse de réaction, affaiblit tes capacités d'analyse et provoque du stress. Après 3 jours sans sommeil, une personne se sentira irritable et ses facultés cognitives diminueront. Une semaine sans sommeil peut entraîner de graves problèmes dans tout ton corps. Tu ne fais plus la différence entre la réalité et l'imagination et tu n'as absolument aucune idée de ce qui se passe autour de toi. Mais en janvier 1964, un jeune homme a réussi à rester éveillé pendant plus de 11 jours. Et à la fin de cette expérience, il se sentait tout à fait normal. C'est le temps le plus long qu'une personne a passé sans dormir. Cet événement a même été inscrit dans le livre Guinness des records. Et il a permis aux scientifiques d'en apprendre beaucoup sur la structure du cerveau humain. Tout a commencé à la fin du mois de décembre 1963. Deux lycéens, Randy Gardner, 17 ans, et son ami, réfléchissaient à une idée pour un projet scientifique. Les deux amis ont rapidement décidé qu'ils feraient une expérience sur le sommeil. L'objectif était de rester éveillé le plus longtemps possible et de battre le précédent record. Il avait été établi par un DJ qui avait réussi à travailler pendant 260 heures d'affilée. Cela représente presque 11 jours complets. La musique à fond et le fait d'être constamment en mouvement avaient permis au DJ de rester éveillé. Mais pour Randy, il allait être difficile de rester occupé, surtout la nuit. Au départ, le sujet du projet était l'influence de l'insomnie sur toutes sortes de capacités humaines. Nos deux garçons ont rapidement réalisé qu'ils n'avaient pas le bon équipement pour une étude en bonne et due forme. Du coup, ils décidèrent de découvrir en quoi le manque de sommeil affecte nos capacités cognitives ainsi que notre aptitude à jouer au basket. Randy devait rester actif et son ami faisait tout pour qu'il ne s'endorme pas. Au début, tout se passait bien. L'ami assistant tenait un journal où il notait les moindres changements dans le corps du sujet de l'expérience. Les 2 premiers jours furent assez faciles pour Randy. Il était tout le temps debout, jamais allongé. Il se sentait agréablement stimulé, s'amusait et faisait du sport. Pendant tout ce temps, son ami prenait des notes dans son journal. Mais le 3e jour, c'est l'ami qui s'est endormi contre un mur. Il s'était assoupi en prenant des notes. Heureusement, Randy a réussi à rester éveillé. Les garçons ont vite compris qu'ils ne pourraient pas s'en sortir sans une aide supplémentaire. Ils ont donc appelé un 3e ami et ont rédigé un article pour un journal de San Diego. William Demant, de l'université de Stanford, a lu l'article et s'est intéressé à cette expérience. À cette époque, Demant était probablement la seule personne au monde à étudier le phénomène du sommeil. Il a immédiatement fait sa valise et est allé rendre visite à Randy. Ainsi, 4 personnes participaient désormais à l'expérience. Ils testèrent le goût, l'ouïe et l'odorat de Randy. Après 3 jours, ses capacités cognitives et sensorielles commencèrent à décliner. Le lendemain matin, Randy se sentit nauséeux. En cherchant dans la maison, il trouva des agrumes. L'odeur des mandarines et des oranges l'aida à se débarrasser de cette sensation désagréable. Nos amis ne dormaient plus qu'à tour de rôle. Ils ne laissaient jamais Randy s'ennuyer. S'il fermait les yeux ne serait-ce qu'une seconde, le sommeil pouvait l'engloutir instantanément. Un jour, ils jouèrent au basket pendant des heures et le lendemain, ils allèrent au bowling. Une fois la nuit tombée, les choses devenaient plus difficiles. La nuit, personne ne savait quoi faire. Ils s'ennuyaient et il était difficile d'empêcher Randy de s'endormir. Étonnamment, même après une semaine sans sommeil, Randy continuait à réaliser d'excellentes performances au basket. Il jouait même mieux que ses amis. De plus, ce qu'il disait demeurait clair et logique. À ce moment-là, la plupart des journaux américains avaient écrit des articles sur l'expérience. Randy était devenu une célébrité et cela l'aidait à rester éveillé. D'autres scientifiques vinrent observer l'expérience. À l'aide d'exercices de mathématiques, ils testèrent les capacités intellectuelles de Randy. Et là, il montra de mauvais résultats. Il était en train de résoudre un problème de maths quand soudain, il oublia ce qu'il était en train de faire. Les chercheurs scannèrent également son cerveau et enregistrèrent son activité. Finalement, l'expérience touchait à sa fin. Dans quelques heures, Randy allait battre le record précédent. Il n'avait pas dormi depuis presque 11 jours. Les scientifiques décidèrent de l'emmener dans un hôpital spécialisé pour voir comment son cerveau se comporterait une fois qu'il se serait endormi. Le 8 janvier 1964, à 2 heures du matin, le nouveau record fut établi. Randy n'avait pas dormi depuis 264 heures. Enfin, il pouvait aller se coucher. Les chercheurs attachèrent des électrodes à son crâne pour observer l'activité de son cerveau. Randy tomba dans un sommeil profond. Plusieurs heures passèrent. Il se réveilla, alla aux toilettes, puis se recoucha. Cela dura 8 heures, 10 heures. Randy ne se réveilla qu'au début de la 15e heure de sommeil.
Et il se rendit tout simplement à l'école. Tout le monde était surpris. Il semblait que cette expérience délicate n'avait pas eu de conséquences négatives. Randy continua à étudier comme avant, à jouer au basket et à passer du temps avec ses amis. Pendant ce temps, les scientifiques étudiaient les résultats de leurs recherches. Il s'avéra que pendant toute l'expérience, le cerveau de Randy n'avait pas arrêté de faire la sieste. Les différentes parties de son cerveau dormaient les unes après les autres. Lorsque le garçon jouait au basket, ses capacités d'analyse étaient mises en veille. Lorsqu'il travaillait sur des problèmes de mathématiques, la partie de son cerveau responsable des réactions s'éteignait. En d'autres termes, une partie de son cerveau se reposait un peu, puis elle se réveillait, et une autre partie de son cerveau allait faire la sieste. Randy n'était pas la première personne à veiller au-delà d'une nuit. Auparavant, le cerveau humain avait déjà fait l'expérience du manque de sommeil et avait appris à se reposer de cette manière, par zone, en distribuant ses ressources de manière égale. Mais tout le monde n'en est pas capable. Très probablement, Randy était génétiquement prédisposé à rester éveillé aussi longtemps. Plusieurs personnes ont essayé de battre le record, mais aucune n'y est parvenue. Au cours de ces expériences, nombreux sont ceux qui ont eu de graves problèmes de santé. Ils avaient des hallucinations, oubliaient ce qui leur était arrivé la minute précédente, n'arrivaient pas à réfléchir et se comportaient de manière extrêmement désagréable avec les autres. Et ce n'est pas étonnant, le manque de sommeil provoque de l'anxiété et un mauvais stress. Sans sommeil, ton corps ne peut tout simplement pas fonctionner correctement. Cela peut entraîner des problèmes si tu sors, mais même à la maison, tu pourras oublier le feu sur ta cuisinière ou d'éteindre ton fer à repasser. Tu risques de t'endormir au moment le plus inopportun. Tu pourrais voir une licorne et lui courir après sans penser aux conséquences. Tu pourrais perdre la sensation de la faim ou au contraire te mettre à manger énormément. Et cela pourrait te donner des problèmes d'estomac. En fait, personne ne devrait mener de telles expériences. C'est pourquoi le livre Guinness des records a cessé d'enregistrer les tentatives visant à battre le record de Randy, pour que les gens arrêtent de se faire du mal. Mais revenons à notre histoire. Un long moment a passé. Tout le monde a oublié le record. Et puis un jour, Randy a donné une interview. Il y a admis qu'il avait souffert d'insomnie pendant longtemps après l'expérience. Pendant des années, il avait lutté contre ce problème. Puis, il avait enfin réussi à se fixer un rythme de sommeil normal. Randy pouvait s'endormir, mais il ne se reposait pas plus de 6 heures par jour. La nature a donné au corps humain la capacité de survivre dans des situations extrêmes. Par exemple, si tu ne manges pas pendant une longue période, ton corps active son mode de survie. Il prend de l'énergie dans tes cellules graisseuses ou tes tissus musculaires. De cette façon, il utilise toutes les ressources qui lui sont disponibles. Une personne peut vivre sans nourriture pendant plusieurs semaines et sans eau pendant plusieurs jours. Et dès que cette personne reçoit de la nourriture et de l'eau, son corps se rétablit. Il en va de même pour l'endurance. Pendant des milliers d'années, les gens ont couru pour survivre. Notre cœur a appris à résister à d'énormes charges. Mais nous n'avons jamais eu affaire au manque de sommeil dans toute l'histoire de l'évolution. C'est pourquoi ton cerveau n'est pas adapté à de si longues périodes d'éveil. Par la suite, il risque de ne pas récupérer, car il ne sait pas comment faire. Mais cette évolution du cerveau peut commencer dès aujourd'hui. Les gens n'ont jamais connu un manque de sommeil aussi important. Réseaux sociaux, fêtes, émissions de télévision, travail de bureau épuisant, vols fréquents, tout cela exerce une pression plus forte que jamais sur notre cerveau. Par le passé, une personne pouvait chasser un mammouth, retourner dans sa grotte et se coucher immédiatement. Aujourd'hui, après une dure journée de travail, nombreux sont ceux qui surfent sur Internet et se fatiguent encore plus. C'est pourquoi il est si important de se tenir à des heures de sommeil régulières. Nous sommes en Angleterre, dans le village de Turville, en 1871. Dans une rue de ce village se trouve une maison particulière. Elle n'est pas différente des autres, mais beaucoup de gens restent devant et attendent quelque chose. Les portes de la maison s'ouvrent. Plusieurs adultes en sortent, ils ont l'air surpris et disent que toutes les rumeurs se sont avérées vraies. Une femme sort sur le porche et invite d'autres personnes à entrer. Tu en fais partie. Tu entres, tu te diriges vers la chambre et tu vois une fille de 11 ans qui dort sur le lit. Elle a l'air pâle et mince. Malgré les conversations bruyantes des gens dans la pièce, elle ne se réveille pas. Sa mère dit que cela fait 6 mois qu'elle s'est endormie. Tu quittes la pièce et les personnes suivantes entrent pour voir de leurs propres yeux la fille endormie. Ceci est l'histoire du sommeil le plus long de l'histoire. Le record appartient à une fille nommée Helen Sadler qui a dormi pendant 9 ans. Elle est née dans le village anglais de Turville, dans la seconde moitié du 19e siècle, dans une grande famille.
Hélène était le 12e enfant de la fratrie. Ses parents n'étaient pas riches et travaillaient dur pour joindre les deux bouts. Ils ont appris à leur enfant à les aider dès leur plus jeune âge, et Hélène ne faisait pas exception. Quand elle a eu 11 ans, elle a quitté la maison pour travailler comme nounou dans une ville voisine. Alors qu'elle était loin de sa famille et entourée d'inconnus, Hélène a commencé à se sentir mal. Elle avait des maux de tête et ressentait une certaine somnolence. Ces symptômes sont devenus si graves que la jeune fille ne pouvait plus travailler correctement. Elle est retournée chez elle au village et ses parents l'ont envoyée à l'hôpital. Les médecins ne savaient pas comment l'aider car ils ne parvenaient pas à diagnostiquer son mal. Ils ont passé 18 semaines à essayer de guérir la pauvre fille, mais elle était toujours malade. Hélène a fini par être renvoyée de l'hôpital. Après être rentrée chez elle, elle a continué à souffrir de graves maux de tête et de somnolence. Elle se sentait de plus en plus mal. Et puis, un jour, elle s'est tranquillement allongée dans son lit et s'est endormie. Elle ne s'est réveillée qu'au bout de 9 ans. Pendant tout ce temps, la mère de la jeune fille s'est occupée d'elle. Elle lui a donné du lait et du thé. La fille endormie perdait du poids et de la force. Bientôt, tout le village a appris l'existence d'Hélène. Les gens ont commencé à venir chez elle pour assister à ce phénomène inhabituel. Ils la regardaient, essayaient de la réveiller et parlaient d'elle à leurs amis. La nouvelle de la jeune fille endormie s'est répandue dans tout le pays. Hélène est devenue une attraction. Des gens de toute l'Angleterre venaient voir la fille qui dormait depuis plusieurs années. Ils ont surnommé la maison où vivait la famille d'Hélène le chalet endormi. Des médecins et des journalistes y venaient. Un journaliste du Daily Telegraph a décrit que le corps de la fille était faible et mou. Ses pieds étaient glacés et ses lèvres étaient bleues. La respiration de l'enfant était à peine perceptible. Il semblait que la vie quittait lentement son corps. La famille de la jeune fille a reçu des dons pour les soins de la fille. Mais beaucoup de gens ont pensé que c'était de la comédie. Pour une raison inconnue, la mère n'a pas permis au médecin de rester longtemps avec Hélène. Certains ont dit que sa mère lui donnait des somnifères tous les jours pour ne pas la laisser se réveiller. Et puis, quelqu'un a affirmé qu'il avait vu une fille éveillée assise près de la fenêtre. De plus, la mère de la fille a rejeté la proposition des médecins de procéder à un examen médical dans un hôpital de Londres. Il est peu probable qu'on découvre toute la vérité à son sujet, puisqu'il n'y a pas eu de diagnostic officiel de la part des médecins. Il est possible que la fille soit tombée dans le coma ou ait souffert d'une autre maladie inconnue de la science au XIXe siècle. Il pourrait s'agir d'un trouble chronique du sommeil ou narcolepsie qui conduit à des excès de somnolence incontrôlables. Tu peux marcher dans la rue et avoir tellement envie de dormir que tu tombes par terre. Hélène a grandi dans une famille nombreuse et s'est habituée très tôt à travailler dur. Peut-être que la fatigue intense et le manque de sommeil ont provoqué cette narcolepsie. Quoi qu'il en soit, cette histoire s'est bien terminée. Un jour, Hélène Sadler s'est réveillée. Elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé et a été très surprise lorsque sa famille lui a raconté le rêve qui durait depuis 9 ans. La croissance de la jeune fille a été un peu ralentie et sa vue s'est détériorée, mais sa santé n'était pas en danger. Hélène s'est mariée et a eu 6 enfants. En 1911, à l'âge de 50 ans, elle est décédée. Intéressons-nous maintenant à l'histoire totalement opposée de la personne qui a établi un record de la plus longue durée sans dormir. En janvier 1964, Randy Gardner, un lycéen de 17 ans, a affirmé être resté éveillé pendant plusieurs semaines. L'expérience a commencé en décembre et s'est terminée en janvier. Et à la fin de cette période, il se sentait plutôt normal. Cet événement a été inscrit dans le livre Guinness des records et a permis aux scientifiques d'en apprendre beaucoup sur la structure du cerveau humain. Randy voulait mener un projet scolaire scientifique lié au sommeil. Il devait rester éveillé le plus longtemps possible et son ami devait s'assurer qu'il était toujours éveillé. Au début, tout s'est bien passé. L'ami de Randy tenait un journal où il notait les moindres changements dans le corps du sujet. Randy a tenu le coup facilement pendant les 2 premiers jours. Au bout de 3 jours, ses capacités cognitives et sensorielles ont commencé à décliner. Le 4e jour, Randy s'est senti malade. Il a marché dans sa maison et a reniflé des agrumes. L'odeur des citrons et des oranges l'a aidé à se débarrasser de cet état maladif. Pendant la journée, Randy jouait au basket et allait au bowling avec ses amis. Les soirées étaient ennuyeuses car il ne savait pas quoi faire. Mais malgré tout, Randy ne se couchait toujours pas. Au bout d'une semaine, Randy a montré d'excellents résultats au basket. Ses aptitudes physiques n'avaient pas changé. Son discours était clair et logique. À ce moment-là, les médias de tout le pays parlaient de Randy et de son expérience.
il est devenu une célébrité, et cela l'a aussi aidé à rester éveillé. Des scientifiques sont venus voir Randy. À l'aide de questions mathématiques, ils ont testé ses capacités intellectuelles. Et là, il a montré de mauvais résultats. Il était en train de résoudre un problème mathématique, mais il a oublié ce qui se passait et ce qu'il était en train de faire. Les scientifiques ont scanné son cerveau et ont enregistré les données de son activité. Puis, le 8 janvier 1964, à 2 heures du matin, Randy a battu le précédent record de temps sans sommeil. Il était resté éveillé pendant 264 heures. Les scientifiques ont placé des électrodes sur sa tête lorsqu'il s'est endormi et ont observé l'activité cérébrale. Randy s'est réveillé après quelques heures de sommeil pour aller aux toilettes. Ensuite, il s'est recouché et ne s'est levé qu'après 14 heures de sommeil. Il est retourné à l'école de très bonne humeur. Tout le monde était choqué. Il semblait que cette expérience a priori traumatisante pour le cerveau n'avait pas eu de conséquences négatives pour Randy. Il a continué à étudier comme avant, à jouer au basket et à passer du temps avec ses amis. Les scientifiques ont analysé les résultats des recherches sur le cerveau et ont découvert que le cerveau de Randy dormait légèrement pendant tout ce temps. On appelle cela des micro-sommeils. Et ce qui est curieux, c'est que la personne qui en fait l'expérience peut ne même pas remarquer qu'elle est techniquement en train de dormir. Plusieurs années ont passé et tout le monde a oublié cette histoire. Randy a grandi. Un jour, un journaliste s'est souvenu de l'expérience de Randy et l'a interviewé. Il a admis que l'expérience ne s'était pas passée sans laisser de traces. Pendant de nombreuses années, Randy a souffert de graves insomnies. Cela le rendait fou. Il a consacré beaucoup de temps et d'efforts pour surmonter cette maladie. Heureusement, il a réussi à adapter son régime de sommeil. Randy dormait 6 heures par jour et ça lui suffisait. Répéter cette expérience est une mauvaise idée. Même 2 jours sans sommeil représentent un stress important pour le corps. Pendant des milliers d'années, les gens ont survécu à la faim et à des conditions de travail difficiles. Notre cœur est entraîné à subir des charges élevées et notre corps peut survivre à des situations difficiles. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, notre corps n'a jamais eu à faire face au manque de sommeil. L'évolution ne nous a pas appris à surmonter des nuits blanches sans conséquences. C'est pourquoi se priver de sommeil est si mauvais pour notre santé. Tu te souviens quand tu étais petit et que tu pensais que les contes de fées étaient réels? J'ai une nouvelle qui va rendre ton enfant intérieur très heureux. Mon petit doigt m'a dit que le couple qui a inspiré La Belle et la Bête a bel et bien existé. La seule chose que nous devons découvrir, c'est si le dessin animé est réellement basé sur leur histoire. Que dirais-tu de plonger plus profondément dans les origines de cette œuvre classique de Disney? Nous sommes en 1537 et notre telle histoire commence dans les îles Canaries. Les Canaries abritent des attractions naturelles exceptionnelles et les Canariens, les personnes qui y sont nées, vivent leur vie quotidienne sous le climat agréable de l'archipel. Cette année-là, un certain monsieur est né aux Canaries et son destin sera différent de celui de ses compatriotes insulaires. Voici Pedro González. Pedro est né dans une famille normale, mais avec une maladie congénitale très rare appelée hypertrichose. Si tu n'en as jamais entendu parler, sache que l'hypertrichose est une maladie qui peut faire ressembler une personne à un loup-garou, sans les hurlements. Elle conduit les poils à pousser de manière excessive à des endroits où ils ne devraient normalement pas pousser. Si, en 2023, nous ne connaissons toujours pas les causes de cette maladie, imagine ceux qu'il en était dans les années 1500. La dermatologue Sarah Taylor affirme qu'au cours de l'histoire, il n'y a eu que 50 cas documentés de cette maladie. C'est dire sa rareté, et cela ne te surprendra pas. À cause de cette excessive pilosité faciale, les gens regardaient Pedro différemment. Selon les archives, on l'appelait l'homme sauvage, et il fut extrêmement maltraité dans sa jeunesse. 10 ans plus tard, on mit Pedro sur un navire et on l'envoya en France comme cadeau pour le roi Henri II. Il était sur le point d'être couronné, et la coutume voulait que les gens le couvrent de toutes sortes de présents. Le petit Pedro arriva donc dans la ville de Fontainebleau, où on l'installa dans le château du roi. Et la cour s'intéressa immédiatement au petit garçon. Les académiciens et les médecins du château demandèrent à l'étudier de près, dans l'espoir de déterminer s'il s'agissait bien d'un homme sauvage. Bientôt, ils comprirent que Pedro n'était qu'un petit garçon de 10 ans. L'enfant leur dit même son nom, que les Français transformèrent en Petrus Gonzalvus. La cour communiqua la nouvelle au roi Henri II, qui ordonna immédiatement que le garçon reçoive une bonne éducation. Comme tu peux l'imaginer, la vie de Petrus changea radicalement à partir de ce moment.
tout comme la vie de Belle change au moment où elle se retrouve piégée dans le château de la Bête dans le film de Disney. Mais la vie de Pétrus dans le palais du roi Henri II était très différente de celle de Belle. Si la princesse de Disney peut se lier d'amitié avec des céramiques qui parlent et porter de magnifiques robes de soie, Pétrus, lui, dut aller à l'école tous les jours. À la surprise de la cour et de ses professeurs, le garçon excella en latin, ce qui n'est pas une mince affaire. Au cours de sa vie, il parla même couramment 3 langues. Mais Belle et Pétrus ont bien un point commun. Ils durent tous deux apprendre les manières de la cour. Rappelle-toi des efforts de Lumière pour enseigner à Belle les règles de l'étiquette. Eh bien, il en fut de même pour notre ami Pétrus. Sauf que c'est probablement un humain qui lui enseigna ce qu'il devait savoir. Le roi fut impressionné et Pétrus fut invité à la cour. Pour la première fois de sa vie, il s'habillait comme un noble et participait aux activités sociales des aristocrates. Cependant, les archives montrent que Pétrus ne fut jamais considéré comme un être humain à part entière, en raison de sa maladie congénitale. En 1559, le roi Henri II mourut et Catherine de Médicis, son épouse, prit le contrôle du palais. Si, dans la version Disney de l'histoire, une infâme sorcière maléfique maudit le prince et le transforme en bête, dans notre histoire, nous avons une reine plutôt méchante. D'après les archives, Catherine de Médicis décida d'arranger un mariage entre Pétrus et une fille également nommée Catherine. Afin d'éviter toute confusion, nous l'appellerons Cathy. Le problème, c'est que la reine n'informa pas Cathy de la maladie congénitale de Pétrus, ce qui n'est pas très sympa selon moi. Cathy était la fille d'un des serviteurs du palais. Et comme c'était la coutume à l'époque, lorsqu'une reine te disait d'épouser quelqu'un, tu devais obéir. Donc pour Cathy, ne pas avoir fait la connaissance de Pétrus avant son mariage n'avait rien d'inhabituel ni de surprenant. Et on ne peut qu'imaginer sa surprise lorsqu'elle découvrit, le jour de ses noces, à quoi ressemblait son futur époux. Il n'existe aucune trace officielle de sa réaction. Mais selon la rumeur, Cathy ne fut pas exactement enchantée. Cette histoire comporte toutefois un rebondissement que la reine n'aurait jamais pu imaginer. Et c'est bien ce que tu espères. Ils tombèrent amoureux. Comme dans le conte de Disney, la Belle, notre Cathy, découvrit le véritable amour sous les apparences rebutantes de Pétrus. Elle découvrit que tout cela n'était qu'une partie infime de ce qu'il était en réalité. La reine Catherine n'imaginait pas que la Belle et la Bête resteraient mariés pendant près de 40 ans, et qu'ils auraient même des enfants. Personne ne savait si les enfants du couple naîtraient avec la maladie de Pétrus. Et ce fut donc une surprise quand on vit que le premier d'entre eux était tout à fait normal. Le couple eut 7 enfants au total, et 4 d'entre eux héritèrent de l'hypertrichose de Pétrus. La famille Gonsalvus devint une immense attraction à la cour de France. On la surnomma la famille sauvage, et ils passèrent le reste de leur vie à parcourir l'Europe. Les savants étudièrent les enfants Gonsalvus, particulièrement ceux qui étaient nés avec la maladie. De nombreux portraits de la famille furent réalisés au cours des années, lors de leurs divers voyages européens. Mais on les considéra toujours comme une attraction, et non pas comme des êtres humains normaux. On peut donc se demander si Pétrus et Cathy connurent une fin heureuse. Nous savons que les personnages des films de Disney vivent généralement un bonheur sans tache. Mais est-ce que ça fut le cas pour nos amis Pétrus et Cathy? Les gens étaient fascinés par la question de savoir si Pétrus était un humain ou une espèce d'animal, et ils ne s'intéressèrent pas beaucoup à sa vie en dehors de ce fait. Dans le conte original qui a inspiré le film, La Belle et la Bête trouvent également une fin heureuse. Écrit par Gabrielle Suzanne Villeneuve en 1740, on dit bien sûr qu'il fut inspiré de l'histoire de Pétrus et Cathy, mais ce conte est peut-être encore plus ancien. Bien plus ancien que Pétrus. Les historiens ont recueilli plus de 23 variantes de l'histoire de La Belle et la Bête à travers le monde, et plus de 162 versions de l'archétype de l'épouse animale. Si ce mot ne te dit rien, prenons un peu de recul. Les contes de fées suivent généralement une structure archétypale. Cela signifie qu'ils tendent à refléter la psyché humaine afin de nous permettre de comprendre certains de nos comportements et de nos sentiments. En fait, on devrait simplement utiliser le mot « conte » dans la plupart des cas, car peu sont en réalité féeriques. Si tu as déjà lu les frères Grimm ou Hans Christian Andersen, tu sais de quoi je parle. Dans ce genre d'histoire, une femme doit généralement se marier avec un homme qui ressemble à une bête, mais qui s'avère à la fin être un prince vivant sous l'emprise d'une malédiction. Certains affirment que ce type d'histoire remonte au XVe siècle. Le film de Disney ne nous donne pas de date historique pour l'histoire de La Belle et la Bête. D'après les vêtements des personnages, on dit qu'il devrait s'agir des années 1700, ce qui correspondrait à l'époque décrite par Villeneuve, plutôt qu'à celle de Pétrus.
Tout ce que l'on sait, c'est que si elle s'est inspirée de la vie de la famille Gonsalvus, Villeneuve a changé pas mal de choses. Dans le film, Belle brise la malédiction de la bête grâce au pouvoir de l'amour. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas ce qui est arrivé à Pétrus. Il n'y avait pas de sorcière ni de malédiction. Il ne put jamais se débarrasser de sa maladie. Il aurait fallu évidemment que la société l'accepte tel qu'il était, et que personne ne le traite comme un animal.